Bonjour et bienvenue. Bienvenue à ce... Bonjour, Vas-y, bienvenue à ce nouveau live de Confinta Science. Vous êtes déjà plein à être présents. Du coup, on va peut-être commencer rapidement en se présentant. Moi, je m'appelle Paul bonjour, et moi je m'appelle Tania. et on est tous les deux médiateurs scientifiques dans une association qui s'appelle l'association Trace. Et on travaille tous les deux dans un centre de sciences qui s'appelle l'Espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes à Paris, qui est à l'entrée d'une école d'ingénieurs et d'un centre de recherche qui s'appelle l'ESPCI. Et en ce moment, c'est fermé et on est confiné. Donc on continue nos activités qu'on fait traditionnellement à l'espace, mais on les fait confinés chez nous, avec vous, qui êtes sûrement derrière un ordinateur aussi. Et on appelle ça Confine ta science. Bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, on va vous parler de. Alors, on vous a promis une anime sur la réversibilité et l'irréversibilité. Il s'avère que on avait promis ça au début, et puis on a un petit peu réduit l'animation à surtout, on va vous parler d'une manip, d'une expérience qu'on va vous apprendre à faire. Vous pourrez la refaire chez vous à l'issue de cette animation. Une expérience qui est une expérience de mécanique des fluides, avec des fluides visqueux. Vous pouvez faire couler les fluides et les faire revenir dans l'autre sens, comme si vous n'avez rien fait, comme si vous démélangez un liquide. Donc on va faire une expérience où ça sera quelque chose de réversible. On va pouvoir comme remonter le temps. Euh, Quelques petites explications avant qu'on commence. Vous pouvez participer au chat pendant que nous, on fait cette animation. Pour ça, si vous avez des questions, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à écrire un message dans le chat qui est à droite de la vidéo. Si vous avez un compte Twitch, vous pouvez participer au chat. Si vous n'avez pas de compte Twitch et que du coup vous ne pouvez pas participer au chat, vous pouvez bien sûr envoyer vos questions ou vos problèmes techniques pour qu'on essaye de les régler par mail. Il y a notre équipe de médiateurs et de médiatrices qui ne sont pas devant la caméra aujourd'hui. Il y a Maxime, il n'y a que Maxime en fait, qui est en train de gérer le chat et de gérer les mails, qui va vous répondre s'il y a des problèmes et qui nous transmettra les questions s'il y a besoin de quoi que ce soit. Et merci beaucoup Maxime. On va commencer tout de Et suite. aussi, on va remercier Arnaud qui est au technique aujourd'hui avec nous. Oui. Donc aujourd'hui, on va vous parler, on va vous parler de, avant de vous montrer cette expérience, on va vous parler de mécanique des fluides, donc de comment les fluides coulent, bougent, font des trucs dans la vie. Et on va vous expliquer un peu deux, trois choses là-dessus. On va vous montrer deux, trois choses là-dessus. On va faire des expériences ensemble. On va vous montrer une expérience que vous pourrez ensuite refaire chez vous. Et à l'issue de ça, on va rencontrer tout à l'heure un chercheur qui travaille dans le laboratoire PMMH à l'ESPCI, qui s'appelle Eric Clément, qui va vous parler de recherches qui sont en lien avec tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Et donc, pour vous montrer aussi que c'est important de savoir ces choses-là. Il y a des choses aujourd'hui qui continuent à être faites. C'est toujours de la recherche, de la science actuelle. Et on a déjà des premières questions auxquelles on va répondre. Voilà, c'est quoi un fluide? Justement, c'est la suite de notre animation. J'avais cette question à vous poser. C'est quoi un fluide à votre avis? Est-ce que vous connaissez des fluides? Est-ce que vous avez des exemples de fluides? Un fluide, c'est un liquide. Oui, ça pourrait être un liquide, mais pas que. Un liquide, je crois, tu as raison. Alors, est-ce que vous pouvez me donner des exemples de fluides? Comme de l'eau, par exemple, quelque chose qui glisse sur la matière. Un fluide, c'est par exemple le sang. On a encore la réponse de tigre, je ne sais pas combien, de l'eau, du sable qui coule, de l'huile, du jus d'orange, quelque chose qui coule. Eh bien, vous avez tous raison. Le plasma. Eh bien, en fait, oui, les fluides sont des objets, ce sont des choses qui coulent à la réaction d'une force. Si on regarde autour de nous, on peut trouver les fluides un peu partout. Les exemples très simples, c'est de l'air et de l'eau. Là, je vous ai préparé de l'eau, là, ici dans un verre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais baisser ma caméra. Alors, du coup, voilà, comme ça, comme ça. Très bien. Du coup, on a un verre d'eau.
Alors, Je vais peut-être on peut faire couler. répéter pour Delsera qui viennent juste d'avoir le fluide, juste d'avoir le son. Donc là, on se demande qu'est-ce que c'est un fluide. Et les gens dans le chat ont proposé des bouts de réponse. C'est quoi un fluide? Des exemples de fluides. Et Pania va faire des petites démonstrations, des petites expériences pour vous montrer comment on peut définir ce que c'est un fluide. Vas-y, Pania. Et là, j'ai pris un verre d'eau pour vous montrer un fluide, qui est un liquide. Parce qu'un fluide, comme vous aviez dit, ça pourrait être un liquide ou un gaz. De toute façon, ce qui est très important, c'est que des fluides, ils n'ont pas une forme définie. Par exemple, pour les liquides, ça prend la forme de récipient, de contenant. Pour ce verre d'eau, vous voyez la forme. Je peux changer sa forme en mettant dans un verre de vin, par exemple. Pour mieux voir, peut-être je peux jouer avec un ours que j'ai coloré en bleu. Là, ici. Voilà. Du coup, ça prend la forme d'un pot de cornichon que j'ai vidé. Je peux le mettre même dans un bol comme ça prend la même forme de bol. Donc, un fluide, ça coule à la réaction d'une force et ça prend la forme du récipient. Là, dans un verre comme ça, il semble qu'il n'y a rien, mais en vrai, il y a de l'air. Il y a une toute petite différence entre l'air, les gaz en général, et les liquides, comme de l'eau. Pour les liquides, comme vous voyez ici, je ne sais pas si c'est bien évident, en fait, on peut avoir une surface libre, c'est-à-dire les liquides, ils ont une taille définie quand même. Et là, sur ce bol, vous voyez que la surface libre est bien horizontale. Par contre, le gaz, ça prend la totalité de l'espace qui est disponible. Par exemple, dans un verre comme ça, l'air prend tout l'espace de verre. Ou l'air qui est autour de nous dans la salle, ça prend tout l'espace. Alors, je vois qu'on nous demande dans le chat si le chat est un fluide. Alors, est-ce qu'un chat, c'est un fluide? Est-ce qu'un chat, ça répond à tout ce que tu viens de dire? Alors, du coup, c'est vrai que les fluides, on peut les trouver un peu partout autour de nous, mais nous, les êtres vivants, c'est vrai que nous, on ressemble à un solide plutôt parce que, voilà, on peut toucher, on a une forme précise, comme on dit, comme ça, qui a une forme précise, elle est toute ronde. Si je le mets dans un verre de vin, comme ça, ou dans un verre comme ça change pas de forme, elle reste toujours tout ronde. Mais à l'intérieur de nous, il y a quand même des fluides qui sont très, très intéressants et très, très importants à la vie. Ils sont essentiels à la vie. Par exemple, quand on respire, on aspire de l'air sous forme de gaz. C'est un fluide. Et après, ça se transforme par un autre fluide qui est le sang. Et du coup, c'est vrai, à l'intérieur de nous, on a beaucoup, beaucoup de fluides, que ça soit des cellules, du sang, du plasma et plein d'autres. Et c'est pareil pour le chat et d'autres vivants. Et on nous demande aussi, est-ce que le blob, c'est un fluide? Alors peut-être on devrait d'abord commencer par demander, est-ce que donc c'est Farodine qui a posé cette question, est-ce qu'il pourrait préciser ce que c'est un blob exactement pour que tout le monde sache bien de quoi on parle? Et autre chose que je voulais rajouter au sujet des chats, sur la question, parce que les chats ce sont des fluides, c'est que les chats c'est pas composé d'une seule type de matière. Dans les chats, il y a du fluide, il y a du solide, il y a les deux, c'est mélangé, c'est pas une seule matière. Quand on parle d'eau et qu'on dit que c'est un fluide, il n'y a que de l'eau dans l'eau, il n'y a qu'un seul type de matière, c'est homogène. Quand on parle d'air et qu'on dit que c'est un fluide, il n'y a que de l'air dans l'air, donc on parle d'un seul type de matière. Si je parle d'un pot de si je parle d'une bouteille de lait, à l'intérieur c'est liquide, à l'extérieur c'est solide, mais c'est deux choses différentes. On ne peut pas dire que la bouteille c'est un fluide, on ne peut pas dire que la bouteille c'est un solide. Il y a les deux qui sont dedans, ça dépend de quoi on parle. Le chat c'est pareil, il y a du fluide et du solide dedans, il faut juste choisir quel morceau on prend. Et aussi, en fait, le monde des fluides est super intéressant. C'est très intéressant d'observer des fluides, comment ça marche, comment ça coule, comment ça se comporte avec des autres objets. Par exemple, un fluide, comment ça se comporte avec un solide ou avec des autres fluides, avec un gaz, avec un liquide. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui sont intéressés à étudier et observer les fluides. Est-ce que vous connaissez les domaines scientifiques dans lesquels on peut étudier les fluides?
La gelée est un fluide. Elle La gelée glisse est-elle un sans... fluide? Oui, donc Merog sans vide demande si la gelée est un fluide. Alors là, c'est effectivement intéressant, c'est quelque chose qui est subtil. La gelée, c'est quelque chose qui répond à la définition qu'on a donnée. C'est quelque chose qui peut prendre la forme du contenant, qui peut couler, qui est en un seul bloc. Par contre, la gelée, c'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre, on appelle ça un gel, parce que ça coule pas tout seul, c'est un peu plus subtil. C'est presque un fluide, mais c'est pas loin. Le yaourt aussi. Ça, c'est des questions qu'on pourra garder à la fin, pour quand on va avoir Éric Clément qui va venir, où il pourra peut-être nous préciser ce que c'est exactement la définition de fluide, où est-ce que ça s'arrête, fluide, et où est-ce qu'on commence à être dans autre chose. Est-ce que cette définition, est-ce que cette limite est très claire? Ça peut être aussi un peu un débat. Peut-être que c'est pas très clair, la nuance entre fluide et solide, et que c'est flou, c'est normal. Et nous avons une autre question pour Audrien qui nous demande est-ce qu'un yaourt est un fluide? Oui, je pense que c'est un fluide. C'est pareil, c'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre, on appelle ça un gel, et savoir si c'est un fluide ou pas, et ben c'est peut-être quelque chose qu'on va garder pour la fin, savoir où est-ce qu'on met la définition, où est-ce qu'on met la limite entre l'un et l'autre. Et c'est normal de ne pas savoir, et c'est normal que tout le monde ne sache pas sans cesse. Et du coup, numéro 75, il répond que la chimie, pour une science qui étudie les fluides, c'est vrai qu'on peut étudier les fluides dans une science qui s'appelle la chimie. Quoi d'autre? Dans le chat, je vois qu'un fluide autrement intéressé par sa viscosité. Est-ce qu'on peut... on va en parler de la viscosité. On va en parler. Et dernière question, alors on nous demande, Delsa nous demande si un fluide et un liquide, c'est synonyme. Est-ce que tu veux répondre, Pania? Alors, en fait, fluide, c'est un terme général qui contient les liquides et les gaz. C'est-à-dire, un liquide, c'est un fluide, mais tous les fluides ne sont pas des liquides. Les fluides, ils peuvent être des liquides ou du gaz. Effectivement. Et le nom de la science qui étudie comment les fluides s'écoulent, comment ils bougent, on appelle ça la mécanique des fluides. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Peut-être du coup, on a dit qu'on allait parler de viscosité. Je vais peut-être, du coup, maintenant, on va parler de viscosité. Les fluides, alors on me demande si l'oblèque est un fluide. Je ne sais pas ce que c'est l'oblèque, alors je ne pourrais pas répondre. Mais si on nous précise dans le chat ce que c'est l'oblèque exactement, peut-être on pourra répondre. J'ai l'impression que c'est un alcool. Si c'est un alcool, peut-être que oui, alors c'est un fluide, mais je ne sais pas. Alors un fluide, c'est tout ce qui n'est pas solide. Ça peut être aussi une façon de définir ça. Peut-être que c'est effectivement une bonne définition aussi. Donc, maintenant, qu'est-ce que c'est On a parlé de fluide, on a dit que les fluides, ça s'écoule. C'est quelque chose qui, quand on les met dans un contenant, prennent la forme du contenant. Un fluide, c'est aussi quelque chose qui, dès qu'on lui applique une force, va se mettre à couler. Par exemple, si je prends, alors je vais prendre un verre d'eau. Si je prends, voilà, je vais vous montrer là. Un verre d'eau, si je penche mon verre, il y a la force, la gravité qui va tirer le fluide vers le bas et le fluide il se met à tomber. Mon eau, elle tombe dans le verre, elle s'écoule. Et elle ne tombe pas en un seul bloc, elle tombe comme un fluide, elle s'écoule. Mais tous les fluides ne s'écoulent pas de la même façon et ne s'écoulent pas avec la même facilité. Est-ce que vous connaissez par exemple des fluides qui coulent, donc qui se déforment, qui quand on appuie dessus, quand on souffle dessus, quand on les penche, coulent vraiment très facilement? Voilà, déjà, qu'est-ce que vous connaissez comme fluide qui coule, qui s'écoule très très facilement, par exemple? Alors, si vous pouvez répondre dans le chat, si vous avez des suggestions. L'eau, effectivement, l'eau, c'est donc il y a Nadia Farge qui nous propose l'eau. L'eau, c'est quelque chose qui s'écoule très facilement. On nous propose l'huile. L'huile, ça s'écoule assez facilement aussi. Si j'ai un verre d'huile et que je le penche, très vite, ça va sortir. Alors, on nous propose le sable. Le sable, est-ce que c'est composé d'un seul type de matière? Le sable, en réalité, c'est pas un fluide parce que c'est des petits grains solides et avec de l'air entre les grains. Mais c'est pas un seul type de matière, le sable. C'est plusieurs morceaux. C'est ce qu'on dit, c'est pas homogène, c'est plusieurs parties. Là, on va parler, quand on parle d'un fluide, on parle de quelque chose qui est en une seule partie. Le jus, oui, le vinaigre, ce sont des choses. Si je prenais, alors là, j'en ai pas, je vais pas me renverser du vinaigre dessus, mais si j'avais du jus ou du vinaigre, je pourrais le faire couler assez facilement. La vinaigrette, la glace, alors ça, c'est intéressant. La glace, est-ce que ça coule plus facilement ou moins facilement que, par exemple, un verre d'eau ou de vinaigre? Les métaux, à haute température, ils se mettent à fondre et à couler. La salive aussi. Donc, toutes ces choses que vous avez proposées, ce sont des fluides
qui vont couler plus ou moins bien. L'eau, c'est une bonne référence, on la connaît bien. Mais par exemple, l'huile, c'est quelque chose qui va couler moins bien que l'eau. Et même, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, de toute façon c'est écrit dessus, c'est facile. Est-ce que vous savez ce que c'est ce truc-là? Du miel. Si je fais couler du miel, je vais me rendre compte que, de toute façon, là j'en ai déjà dans ce verre-là, si je fais couler du miel, je vois que ça coule beaucoup moins facilement que l'eau. C'est beaucoup plus lent. Si j'essaye de le faire couler, ça va prendre plus de temps. En fait, en science, pour parler de ces liquides qui coulent plus difficilement, on dit qu'ils sont visqueux. Plus un liquide coule difficilement, plus on va dire qu'il est visqueux. C'est ça le terme visqueux en science. Et donc, plus la viscosité va être forte, plus la viscosité du liquide est forte, plus dès qu'on va vouloir le faire couler, ça va prendre du temps. Plus dès qu'on va appliquer une force dessus, on va appuyer, on va essayer de le pousser pour qu'il bouge, plus ça va être difficile. Si par exemple vous décidez de nager dans l'eau, vous pouvez pousser de l'eau autour de vous très facilement. Si vous décidez de nager dans le miel, vous allez beaucoup plus galérer à pousser le miel autour de vous. Et il y a des liquides qui sont encore plus visqueux que le miel. Alors, pendant ce temps-là, on nous a proposé plein de liquides dans le chat. Je vois le beurre. Alors, c'est vrai que le beurre fondu, c'est liquide. Et si vous faites l'expérience, alors on va voir, Pania va vous montrer une expérience qui permet de comparer les viscosités entre les liquides pour savoir lesquels sont les plus visqueux et lesquels sont les moins visqueux. Vous pourrez tester chez vous, voir si le beurre, c'est plus visqueux ou moins visqueux que l'eau. Vous nous parlez donc du miel, de la cire chaude. C'est vrai, la cire chaude, c'est aussi liquide, donc ça a une viscosité qui est plus forte ou moins forte que l'eau, il faudra voir. Le ketchup, la lave, tout ça, c'est des liquides. La mayo, la boue, la grenadine, les limaces. Alors, les limaces, c'est visqueux, mais les limaces, c'est pas liquide. Par contre, autour des limaces, il y a un liquide. Elle sécrète de la bave, une espèce de salive sans cesse, et cette salive, elle est très, 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 très visqueuse. C'est aussi pour ça qu'on dit que la limace, c'est visqueux. Mais c'est en fait autour, c'est le liquide autour qui est très visqueux. Et Pania va vous montrer une expérience qui permet de comparer des liquides, qui permet de savoir lesquels sont les plus visqueux et lesquels sont les moins visqueux. C'est une expérience que vous pourrez refaire chez vous après, si vous le voulez. Voilà. Du coup, je reprends, merci Paul. Et là, je vais vous montrer 4 liquides que vous pouvez trouver facilement autour de vous. Je vous laisse imaginer qu'est-ce que ça pourrait être. Je vais baisser un petit peu la caméra pour que tout le monde voit. Voilà. Que, par exemple, vous avez... Est-ce que c'est évident? Alors, du coup, là, j'ai mis 4 liquides dans 4 vases pareils, exactement pareils, en verre. Et du coup, j'ai essayé de mettre 1 litre à peu près de chaque liquide. Le premier, c'est le plus simple. Qu'est-ce que ça pourrait être? C'est de l'eau. Oui, je vois ça très, très bien. Et celui-ci qui est bleu, qu'est-ce qu'il pourrait être? Ça, oui, j'ai de l'huile aussi. J'ai de l'huile d'olive ici. Voilà. Et le bleu, c'est l'eau colorée. Non, ce n'est pas de l'eau colorée. C'est un liquide vaisselle. Et tout à gauche, là, qu'est-ce que vous pensez? Du coca, non. Du sirop, non. C'est du miel, exactement. Et carafe de miel. Une carafe de miel. J'ai à peu près 1 litre de miel, 1 litre de l'eau, 1 litre de liquide vaisselle et 1 litre d'huile d'olive. À votre avis, parmi les 4 liquides qui sont en face de vous, c'est lequel qui est le plus visqueux? C'est lequel qui a plus de viscosité? Le miel? J'ai pas de la bière. Non, il n'y a pas de bière, malheureusement. Il n'y a pas de bière. Du miel périmé à cause de la couleur? Ben non, j'ai acheté hier, c'est pas périmé. Mais oui, c'est un peu sombre. Liquide vaisselle meilleur. Sur une tartine. Bon, pour savoir, en fait, pour comparer la viscosité des liquides qui sont devant vous, je vous propose qu'on fasse une expérience. En fait, je vais prendre une bille, comme ça, que vous pouvez trouver aussi facilement si vous avez des enfants chez vous. J'ai mesuré la taille de la bille. Le diamètre de cette bille, c'est à peu près 1,5 cm. J'ai mesuré aussi la hauteur des liquides dans les vases, c'est à peu près 21 cm. Est-ce que vous vous souvenez ce qu'on a dit tout à l'heure pour définir ce que c'était la viscosité?
Quand un fluide est visqueux et très visqueux, ça veut dire qu'il essaye d'empêcher quoi? Est-ce que vous vous souvenez? Est-ce que vous pouvez nous redire dans le chat? Alors là, il y a un petit temps parce qu'il y a une latence entre le moment où on vous parle et le moment où vous répondez, c'est normal. Il coule pas. Alors, c'est pas qu'il coule pas exactement, mais c'est qu'il coule plus difficilement. Alors, il peut devenir collant, c'est vrai. Mais ce qui est très important à se souvenir dans ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il essaye. Alors, effectivement, il va essayer d'empêcher les objets de tomber à l'intérieur de lui, ce fluide. Pourquoi? Parce que les fluides, plus ils sont visqueux, plus ils s'opposent aux forces, aux mouvements qu'il y a à l'intérieur de lui. Donc, une bille qui tombe dans un fluide, c'est un mouvement, ça le fait bouger. Quand la bille elle tombe, elle pousse le fluide sur le côté pour essayer de passer. Plus le fluide il est visqueux, plus ça va être difficile pour la bille de le faire. Donc ce qui est très important à garder en tête dans la définition que j'ai donnée juste avant sur c'est quoi la viscosité d'un fluide, c'est que ça nous dit à quel point ce fluide il va s'opposer à tous les mouvements et à toutes les forces qui se font à l'intérieur de lui. Si on fait quelque chose à l'intérieur, il va plutôt résister, il va plutôt empêcher que ça bouge. Pardon, je te laisse reprendre. Je voulais juste reprendre ce truc-là que j'avais dit avant. C'est très bien. Du coup, voilà. Du coup, on va faire cette expérience. Je vais lancer cette bille. En fait, j'ai préparé déjà 4 billes, hein, d'accord? Parce que ça va être difficile de récupérer la bille au fond de toutes ces vagues à la fin. Du coup, j'ai 4 billes de la même taille. Et là, j'ai perdu une. C'est pas grave, j'en ai plein. Alors, très bien. Et du coup, je vais prendre par exemple la liquide vaisselle. Je vais éloigner les autres. Je fais attention pour ne pas les casser. Est-ce que tout le monde voit le vase au complet? Est-ce que, par exemple, chez vous, vous avez de quoi, vous avez peut-être un portable ou quelque chose de quoi mesurer le temps que va mettre la bille pour couler jusqu'au fond du vase? Si vous avez de quoi mesurer le temps, ça peut être très bien. Comme ça, on va pouvoir vraiment comparer le temps que ça met. Et moi, je vais préparer mon chronomètre de mon côté pour te dire, Pania, combien de temps ça met. Alors, on vous laisse. Moi aussi, de mon côté, j'ai préparé le chronomètre. Et du coup, je vais commencer la première expérience. C'est pas encore prêt. D'accord, j'attends un petit peu. J'espère que ça soit évident. J'ai une bille de 1,5 cm et je vais la lancer dans un vase de 1 litre de liquide vaisselle. Si vous êtes prêts, on commence cette expérience que vous pouvez répéter chez vous plus tard. Peut-être tu nous fais un décompte, comme ça on arrive à appuyer tous ensemble sur le début. Et tu dis top quand c'est arrivé en bas, comme ça on arrête. Ça marche. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Et hop, stop. Ça a pris 1 seconde, 1,28 secondes. C'est-à-dire 1 seconde et 28 centièmes de seconde. Pour la bille de parcourir tout ce chemin dans la liquide vaisselle. Très bien. On a une remarque de Perog 108 qui nous dit, mais pour être vraiment précis sur la mesure, est-ce qu'il ne faudrait pas vraiment être sûr de lâcher la bille pile à la même hauteur à chaque fois qu'on fait l'expérience? Et c'est vrai, si on veut vraiment comparer, normalement, il faudrait qu'on compare que la seule chose qui change entre chaque mesure, c'est la hauteur à laquelle on lance la bille. Enfin, que non, la seule chose qui change, ce soit le fluide. Mais du coup, on lâche la bille de la même hauteur, il y a la même quantité de fluide dans la carafe est la même, etc. Là, on pourrait faire l'expérience beaucoup plus proprement. Là, on va voir qu'on va avoir des grosses différences qui, de toute façon, se verront très largement. Mais oui, pour faire une vraie comparaison vraiment propre, il faudrait faire ça. Voilà, pour avoir un peu plus de précision, comme Paul l'a expliqué, voilà, j'ai essayé d'avoir la même hauteur de liquide à chaque fois et j'ai essayé de lâcher la bille exactement un peu au-dessus de la surface. Donc, on peut dire que c'est à peu près à la même hauteur. Du coup, on commence pour l'huile d'olive. Vous êtes prêts? Paul, t'es prêt pour mesurer? Oui, je suis prêt. On attend ton décompte. Alors, du coup, 1, 2, 3. Hop! C'est à peu près... On a 1,03, 0,99, 0,99.
0,90, moins de 1 seconde, 0,76. Donc on a plein de mesures qui sont, j'ai l'impression, tout un peu plus faibles que le liquide vaisselle. Donc ça voudrait dire que l'huile, elle était moins visqueuse, c'est ça? Oui, tout à fait. Que l'huile est beaucoup moins visqueux. Bon, beaucoup. Bon, c'est moins visqueux que le liquide vaisselle. De toute façon, pour une bille, pour parcourir cette distance, ça a pris moins de temps. Mais bien sûr, pour avoir plus de précision, il faut répéter l'expérience plusieurs fois. Il faut être, voilà, il faut être au taquet pour le chronomètre. Peut-être que j'ai dit stop un peu plus tard, mais Très bien. voilà, juste pour Non, mais avoir là, une c'est idée, c'est juste pas pour te mal quand donner une même. idée. Et en gros, on a l'impression que l'huile, c'est légèrement moins visqueux que le liquide vaisselle que tu as utilisé. C'est pas très clair, c'est à peu près pareil. Donc, ils ont une viscosité qui se ressemble, mais après, il faudrait refaire l'expérience plein de fois pour réussir à avoir une différence. Très bien. Dans l'eau Alors, maintenant. dans l'eau, vous êtes prêts? Parce que ça peut être très, très rapide. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Si vous êtes tous et toutes prêts et prêtes, on va commencer. 1, 2, 3, stop! Oula! Moi, j'ai chronométré. Voilà. Moi, j'ai chronométré 25 centièmes de seconde, soit 73 centièmes de seconde, Paul. Du Ouais, coup, c'est très difficile de suivre, ça va très vite. En tout cas, c'est très ça clair va que très vite. que ça tombe beaucoup plus vite que dans l'huile et dans le liquide vaisselle. Donc du coup, ça veut dire que l'eau, effectivement, on peut vraiment mesurer que c'est moins visqueux que l'huile et que le liquide vaisselle. Là, c'est très clair, c'est très net. Et on a pour le miel. Et alors, dernière tentative avec le miel. À votre avis, ça va être plus long ou plus court quand ça tombe dans le miel? On a plusieurs mesures, c'est très bien. Nous, avec le décalage, j'ai entendu le bruit de l'arrivée de la bille On avant pense de que la ça va être faire. beaucoup plus long. Alors, bah, il n'y a plus qu'à voir, hein. On a fait des hypothèses, on fait l'expérience pour voir ce que donne l'expérience. C'est très bien. Donc, si vous êtes prêts et si tout le monde voit bien le carafe, je commence. Alors, je lance la bille au-dessus du vase. 1, 2, 3, on y va. Oula! Bien sûr que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lentement. Vous voyez très bien. On n'a Là, même pas allé à la moitié. 6 secondes passées, même pas la moitié. On attend alors, on encore. nous demande, est-ce que la bille peut rester coincée? Et ça, c'est une super question. Normalement, si on fait tomber la bille dans un fluide, elle ne peut pas rester coincée, puisque dans un fluide, elle Et va hop, forcément couler. Top. stop. Je peux vous dire à peu près 40 Attendez, il secondes. faut que je vise ma webcam. Voilà, 40 secondes, 42. 42 secondes, mais j'ai un petit peu traîné. On a des 39, on a 40 secondes, 37 secondes. Effectivement, en tout cas, c'est très, très, très clair que ça a coulé beaucoup plus lentement. Comment Donc, coller ça? pour répondre à la question que j'ai perdue dans le fil du chat, parce qu'il y a là et ça a monté, à la question de HPUX11, donc non, la bille ne peut pas rester coincée si on la fait tomber dans un fluide. Si elle tombe dans un fluide, et qu'elle est plus lourde, plus dense que le fluide, parce que sinon, si elle flotte, bon, bah, il ne va rien se passer. Si elle coule, elle va couler jusqu'au bout, le temps qu'elle aille jusqu'au bout. Du coup, j'ai fait un petit tableau. Si tout le monde voit. Voilà, pour comparer un petit peu le temps mesuré à chaque fois. Et du coup, en mesurant le temps que la bille a pris pour parcourir la distance, en fait, de se déplacer dans un litre de 4 liquides, on peut avoir quand même une impression de la viscosité, de la différence viscosité des liquides. Et on voit très bien que la viscosité de miel est beaucoup, beaucoup plus grande que, par exemple, de l'eau ou liquide vaisselle ou huile d'olive. Et si jamais, tout à l'heure, vous avez proposé plein d'autres liquides, tout à l'heure, en se demandant s'ils étaient visqueux, moins visqueux, vous avez parlé du blanc d'œuf, vous avez parlé de, je ne sais plus, mais il y en a qui ont parlé de la boue, il y en a qui ont parlé de plein de liquides. Si jamais vous vous demandez, bah, est-ce que c'est un liquide qui est plus visqueux ou moins visqueux que l'eau,
plus visqueux ou moins visqueux que l'huile, que le miel, que tout ça, et ben, il suffit de faire cette expérience en rajoutant un pot de ce liquide-là et vous pouvez le comparer, vous pouvez voir où il se place sur l'échelle de ces liquides-là. Et Paul, pour la fin de cette expérience, j'aimerais quand même essayer cette grosse bille dans le miel. Cette grosse bille qui a le diamètre de 4 cm, je vais la lancer dans le miel, si vous êtes prêts, et on va chronométrer. 1, 2, 3. Waouh! Donc, alors là, il y en a qui se demandent, quand on met la grosse bille, est-ce que ça va être encore plus long? C'est une question de j'aime les sciences. Ben là, en tout cas, on a la réponse. Est-ce que ça a été plus long? Je pense alors, que ça a été très clair. Moi, j'ai mesuré 20 secondes avec la grosse bille. Moi aussi, à peu près 22 secondes. Ouais. Donc finalement, cette grosse bille, elle est tombée beaucoup plus vite. Pourquoi elle est tombée plus vite, Pania? Qu'est-ce que vous pensez? On peut demander aux gens. Alors, à votre avis, dans le chat, pourquoi vous pensez que la grosse bille, elle est tombée plus vite que la petite bille? Donc, on nous dit parce qu'elle est plus lourde, parce que la gravité est plus forte. Et donc, le temps qu'il faut pour qu'un nageur en fait, se déplace dans un liquide, ça dépend aussi de la taille de l'objet. Et là, dans notre cas, bien sûr, il y a aussi l'effet de gravité qu'on ne peut pas négliger parce que pour la grosse bille, la gravité est beaucoup plus importante. Donc, la force est beaucoup plus grande. Et comme la surface aussi, la taille et la surface de l'objet aussi est différente, donc le temps qu'il faut aussi, c'est différent. Et Bouloudrian nous pose une question, il demande quel est le fluide le plus visqueux de tous les fluides? Est-ce qu'il y a des fluides qui sont plus visqueux que le miel? Ça existe? Alors, est-ce que vous avez une idée? Parce qu'il est plus gros et le miel doit le compter. Alors, on nous propose... Alors, oui, visqueux, on nous propose la lave, le slime, le vomi. Les fluides non newtoniens, le mercure. Bon, je vais vous montrer une image, peut-être que ça peut vous aider. Arnaud, je peux te demander de nous montrer cette image, s'il te plaît. Et ben voilà. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, on a connu que cet objet, cette matière, cette espèce de matière toute noire, gluante et collante, et le liquide, en fait, c'est le fluide le plus visqueux qu'on a trouvé. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est? C'est du pétrole. En fait, c'est dérivé du pétrole. Du goudron, d'un ferrofluide, du sang, la poix. C'est ça. Et bien, la bonne réponse, c'est la poix. Du chocolat. Malheureusement, non, c'est pas du chocolat. La bonne réponse, c'est la poix, cette espèce de matière, voilà, toute noire, dérivée du pétrole, bien sûr. Et en fait, j'aimerais vous raconter une expérience très intéressante que vous pouvez regarder en live chez vous. Cette idée a été donnée par un physicien australien, Thomas Parnell, en 1927. En fait, lui, il avait cette idée-là que cette matière qui semble solide quand même, de l'apparence, mais en vrai, c'est un liquide. Pour démontrer que c'est un liquide, il a utilisé une méthode bien intéressante. Il a mis la poix dans un entonnoir et on l'a laissé reposer. On l'a laissé pour voir si ça coule ou pas. Si ça coule, ça pourrait être un fluide, pas solide. Du coup, on a commencé cette expérience en 1930 et on a observé, on a regardé pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Et à votre avis, ça a coulé ou pas? On a déjà un petit peu répondu en disant que c'était un liquide. Ça a coulé, mais la première goutte a coulé, a détaché à peu près 8 ans après. Arnaud, tu peux nous montrer l'image suivante? Le liquide, la poix, est tellement visqueuse qu'elle a mis 8 ans à faire tomber la première goutte. C'est ça que tu as dit. Tout à fait. Et du coup, à chaque fois qu'une goutte est tombée, on a marqué la date. Et là, sur cette image, vous voyez un monsieur qui est en train de regarder, observer le phénomène. C'est une expérience d'écoulement la plus lente
de la physique qui entoure. Et du coup, vous voyez bien que à peu près après 90 ans, il y a seulement 9 gouttes qui est tombée. La dernière goutte a tombé à peu près en 2010. Apparemment, il y avait un monsieur qui voulait observer ce phénomène et il a raté l'occasion parce que justement, au moment de tomber, il est passé prendre son café. Je ne sais pas si c'est une vraie histoire. Et cette expérience, qui est l'expérience du coup la plus longue et la plus lente qui ait jamais été réalisée, vous pouvez la voir en live. Et du coup, Arnaud, si tu peux nous partager le live, vous pouvez la voir en live. Là, vous êtes en train de voir en live la 11e goutte de cette expérience en train de se faire, en train de couler, mais très, 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 très lentement. En fait, du coup, grâce à cette expérience, on a pu mesurer la viscosité de la poix. Et la poix, elle est, alors je l'ai noté parce que je me suis dit que sinon je ne pourrais jamais retenir le nombre de zéros, elle est 100 000 milliards de fois plus visqueuse que l'eau. Et donc, elle met un siècle pour faire 10 gouttes dans cet entonnoir. Donc, si vous voulez ne pas rater l'occasion, donc 5-6 ans, il faut être vigilant, voilà, essayez d'être en ligne. Si vous pouvez passer sur place, pourquoi pas. Mais sinon, de chez vous ou partout, si vous avez l'Internet, vous pouvez regarder et observer la prochaine goutte qui va tomber. Et j'ai vu passer comme question, est-ce que le verre n'est pas encore plus visqueux puisqu'on ne le voit pas couler sur toute une vie? Alors, là, je vais répondre pas du tout en tant qu'expert en mécanique des fluides, mais en tant que c'est ce que je me suis posé cette question-là aussi et j'ai cherché la réponse en regardant des documentaires et des vidéos de vulgarisation. Le verre, ça ne coule pas, apparemment. Mais je vous mettrai des liens. On va vous donner des liens vers des ressources à la fin. Vous pourrez vérifier dans ces sources-là. Apparemment, le verre ne coule pas du tout. Donc, du coup, ça n'est pas un fluide, mais c'est un solide. Et on peut mettre une alerte pour ne pas rater la prochaine goutte. Malheureusement, on ne sait pas quand elle va tomber, la prochaine goutte, parce qu'elles ne préviennent pas. On sait juste qu'un jour, elle va tomber et que c'est quelque part dans les 5 prochaines années, mais quand exactement, c'est assez dur à prédire. C'est toxique la poix ou pas? Je ne sais pas, c'est une très bonne question. Je suppose que vu que c'est un dérivé du pétrole, c'est sûrement pas terrible d'en manger. Et quelqu'un qui est né en 2010, il n'y a toujours pas de goutte qui est tombée depuis ta naissance. On vous propose peut-être de passer à la suite de cette animation. Alors, il y a plein de questions. Vous avez pourtant appris que le verre était un liquide. Alors, pourquoi il ne coulerait pas? Et du coup, moi, à cette réponse, à cette question de Del Serra, je répondrai parce que ça n'est, il me semble, pas un liquide. Voilà. Mais si jamais il y a d'autres sources qui contredisent ce que je dis et qui sont des sources sérieuses, je veux bien revenir là-dessus. Mais pour autant que j'ai vérifié, le verre n'est pas un liquide et ne coule pas. Ensuite, on va passer à l'expérience suivante. Puisque là, on vous a un peu montré ce que c'était la viscosité, c'est ce qui donne, c'est la propriété d'un fluide, d'un liquide, à résister à l'écoulement, à empêcher un écoulement de se faire. On voudrait vous montrer une expérience que vous pourrez refaire chez vous. Alors, on a beaucoup hésité à soit on vous donne tout le matériel en avance pour que vous puissiez la faire avec nous, soit on vous l'explique pour que vous puissiez la faire après. Nous, on l'a pas forcément réussi de la première fois, cette expérience, puis elle est un peu salissante, elle tâche dans tous les sens. Du coup, c'est pas mal d'être un peu concentré pour la faire pour la première fois. Donc, ce qu'on vous propose, c'est qu'on va vous montrer une expérience qui est vraiment impressionnante, que vous pouvez refaire chez vous. On va vous expliquer comment on l'a fait, et vous pourrez ensuite la refaire chez vous. Et si vous nous envoyez la vidéo de cette expérience quand vous l'avez refaite, on la partagera avec tout le monde avec les ressources dont je parlais tout à l'heure dans un document. Alors, on me dit que je suis flou, je vois que je suis même très pixelisé, mais je ne peux pas faire grand-chose en réalité. Peut-être un problème de ma connexion qui est en train de sursauter, mais ça va revenir. Donc, j'espère que ça va vite revenir, sinon vous n'allez pas voir grand-chose à l'expérience. Alors, je vais vous montrer ici. Est-ce que vous voyez ce que j'ai préparé? Alors, qu'est-ce qu'il pourrait être comme liquide, Paul? C'est un verre d'eau, exactement. Vous avez trouvé, c'est pas très compliqué, c'est un truc très classique. L'eau, on a vu tout à l'heure, ça coule assez facilement, c'est pas très visqueux. Ce que je vais juste faire, c'est que je voudrais voir ce qui se passe si je mets au milieu de mon verre d'eau un autre verre, que je le coince.
un liquide incolore avec du papier. Alors, Bah, on a mis du papier pour ne pas salir partout. merci. Et bien sûr, c'est de l'eau. Voilà, alors je vois sur la vidéo de mon retour tout, tu vois que c'est hyper pixelisé et qu'on voit pas grand-chose. Est-ce que vous voyez quand même quelque chose ou c'est que chez moi? Nous, on voit bien. Ouais, alors je vais voir, est-ce que je peux couper des choses? Peut-être que j'ai trop de choses qui Mais sont en train de bouffer mon n'hésitez réseau. pas de réactualiser votre page si jamais il y a un bug ou quoi que Je ce vais soit. juste C'est vrai qu'on rapidement n'est voir pas. s'il y a moyen d'améliorer ça. Non, personne n'est en train de télécharger quelque chose chez moi, donc il n'y a pas d'explication. J'espère que ça va vite revenir. Alors, il y a Quentin qui nous demande existe-t-il un liquide moins visqueux que l'eau? Ah, ça c'est une bonne question. Pour le savoir, il faudrait la meilleure chose à faire, c'est de refaire l'expérience qu'on vous a montrée tout à l'heure et de la faire avec un liquide que tu penses être peut-être moins visqueux que l'eau et vérifier si la bille tombe encore plus vite dedans ou pas. Moi, j'ai entendu dire que l'alcool, c'était moins visqueux que l'eau, donc il faudrait essayer. Voilà, par exemple, l'alcool, il me semble que c'est moins visqueux que l'eau. Alors, est-ce qu'on peut réduire l'écran? Alors peut-être, Arnaud, est-ce que tu peux réduire l'écran, voir si ça passe mieux? Ouais. Et quand je fais la vaisselle, les verres se non, ça change rien du tout. À la rigueur, mets-moi en très grand, comme ça, au moins, on verra mieux. Voilà, bon, j'espère vraiment que ça va vite s'améliorer. Donc, je vous explique vraiment ce que j'ai fait. J'ai pris un verre d'eau, j'ai mis de l'eau dedans. J'ai mis un autre verre au milieu et je l'ai coincé en mettant des pinces à linge ou des pinces à papier, en tout cas quelque chose pour faire que le verre ne bouge pas à l'intérieur. Et ce que je voulais vous montrer, c'est à votre avis, qu'est-ce qui se passe si je mets... Donc je mets de l'eau sur le côté du verre, là j'ai mis de l'eau. Donc tout autour, où est-ce qu'il me reste de l'eau? Là. Tout autour, hop, tout autour de mon verre, il y a de l'eau. Au milieu, il y a un verre vide, mais tout autour, il y a de l'eau qui est coincée entre le gros verre et le petit verre. Qu'est-ce qui se passe, à votre avis, si je mets une goutte de colorant dans l'eau et qu'ensuite je fais tourner le verre qui est au milieu? Hop, donc voilà, c'est du colorant bleu et j'ai une paille pour aspirer un peu de colorant et le mettre là. Qu'est-ce qui se passe si ensuite je fais tourner le verre qui est au milieu? Oui, alors c'est toujours pixelisé. Désolé, j'ai l'impression que ça va mieux. Ça va colorer l'eau, oui. Est-ce que toute l'eau va se colorer d'un coup? Ça se mélange. Donc ouais, si je tourne le verre, ça va se mélanger. On peut imaginer ça. La qualité est mieux d'un coup. En fait, il suffisait de le dire et boum, ça se repixelise. Le bleu va se diffuser. Alors, je vous propose, on va l'essayer. Et puis, si vous ne voyez pas bien, je vais vous raconter ce qui se passe si vous ne voyez pas bien. Et n'hésitez pas à le refaire chez vous. Hop, j'ai pris un peu de colorant dans la paille. Si vous avez une pipette chez vous, c'est mieux. Moi, c'est juste que je ne suis pas confiné avec une pipette. Je mets un peu de colorant. Et là, si je tourne, ça se mélange complètement. Encore mieux. Ça ne va pas passer dans l'autre verre. Donc là, tu as raison, Grom 4 ans, ça ne passe pas dans l'autre verre parce que le verre est hermétique. Et maintenant, non, moi aussi, Core 02, je ne me suis pas confiné avec des pipettes. Je n'ai pas anticipé. Et si je fais demi-tour, je ne reviens pas du tout au point de départ. Ça, c'est mélangé, je ne peux pas le démélanger. Mais je voudrais vous montrer ce qui se passe si on fait ça, mais au lieu d'utiliser de l'eau, on utilise quelque chose de très, très, très visqueux, comme par exemple un verre de miel. Ouais, je vais vous montrer la mise en place. Et puis, si la qualité ne s'améliore pas, ce matin, je l'ai filmé dans ma cuisine et vous le verrez en bonne qualité avec une vidéo. Donc, là, je me suis servi un verre de miel. Je vais en remettre un petit peu plus. Hop, voilà. Et au milieu, je remets à nouveau un verre au milieu. C'est pour que l'écoulement soit que sur les côtés. Alors, on a pas mal d'hypothèses jusque-là que le miel va pas se mélanger au coloré. Il y a des gens qui devinent quand même la bonne réponse. C'est une très bonne remarque. Le miel se mélange très mal au colorant parce que mon colorant, là, il est plein d'eau. Du coup, pour aider le miel à se mélanger, ce que j'ai fait,
c'est que j'ai coloré, j'ai mis du miel ici et je vais le colorer avec du colorant. Alors, j'ai déjà un peu commencé. Je vais remettre un peu de miel et je colore déjà mon miel à côté pour que ça se mélange bien. Hop. Là, je fais une goutte de miel coloré. Tac, 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 tac. Voilà, j'aspire avec ma paille. C'est du miel et du colorant, donc c'est comestible. Je peux aspirer avec une paille. S'il y en a qui arrivent dans ma bouche, ça me fera juste le bout de la langue bleue et du sucre. C'est pas très grave. Voilà, pour préciser un petit peu, on a fait comme ça parce que finalement, si on met un colorant dans le miel, ben, c'est pas top top. Du coup, on a préféré de colorer le miel. Et là, comme on voit bien. Dans le verre, alors on voit pas très bien, je vais en mettre une deuxième. Voilà. Je sais pas si vous voyez, j'ai mis une goutte de miel bleu dans mon miel. Et je vais en mettre une deuxième de rouge et je vais le faire tourner le verre du milieu à nouveau. Alors là, je vais demander peut-être à Arnaud de faire passer la vidéo que j'ai faite ce matin, où au moins ça ne sera pas pixelisé et vous verrez mieux. Hop. Donc voilà, ce matin, je l'ai refait dans ma cuisine. Donc j'avais mis une goutte de colorant rouge et puis là, je mets une goutte de miel coloré en bleu. Déjà, une chose qu'on peut voir, c'est que ça ne se mélange pas tout de suite, ça ne diffuse pas très fort. Et comment c'est possible que le colorant revienne en arrière? On va voir. Voilà. Là, vous voyez, j'ai mis du miel coloré en rouge et du miel coloré en bleu. Maintenant, je fais tourner le verre au milieu. Je fais tourner le verre au milieu et alors on voit que petit à petit, le colorant bleu et le colorant rouge, même s'ils ne diffusent pas trop, ils se mélangent, ils s'étalent, ils les fait bouger. Et oui, la vidéo c'est mieux, parce que là c'est une vidéo qui a été faite ce matin. On ne peut pas faire confiance à Internet, ça ne marche pas à tous les coups. Et donc là, je fais tourner le verre, je fais lentement tourner le verre, je fais lentement tourner le verre. Et vous voyez, le bleu, on voit même plus la tache de départ tellement c'est mélangé, par exemple. Il faut, effectivement, pour répondre au newsfeed, il ne faut pas tourner trop vite. De toute façon, dans le miel, vous ne pouvez pas tourner trop vite. Mais il ne faut pas tourner trop vite parce que sinon, ce qu'on va faire après marche moins bien. Et Brucicor02 nous dit, bref, il fait un écoulement de couette. Et oui, c'est le nom technique, c'est le nom scientifique du type d'écoulement que l'on est en train de faire dans le miel. On appelle ça un écoulement de couette, parce qu'une des premières personnes qui ont décrit cet écoulement, c'est un physicien qui s'appelait Monsieur Couette, qui était français. D'où le nom. On dirait de la tempête verte. Alors, je ne sais pas ce que c'est la tempête verte. Donc là, je suis en train de revenir. Je l'ai fait couler dans un sens, mon fluide, ça s'est mélangé. Et maintenant, je reviens dans l'autre sens, lentement. Je reviens dans l'autre sens, lentement. Et quand je reviens dans l'autre sens, lentement, on se rend compte, c'est Monsieur Maurice, que finalement, ça, c'est pas vraiment mélangé. Ça se démélange et on peut revenir à la situation de départ si je ne l'ai pas fait bouger trop dans tous les sens. Et c'est assez facile à faire. Il suffit vraiment juste pour ça d'avoir un fluide, un liquide qui est très, très, très visqueux, de le faire tourner très lentement, comme on vient de faire. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez refaire chez vous. Vous pouvez refaire un écoulement de couette chez vous en utilisant, pareil, un verre, un autre verre autour et quelque chose pour bloquer. Si j'ai mis, là, comme je vous ai montré, des pinces à linge sur le côté, c'est pour éviter que mon verre au milieu, il se balade trop sur les côtés parce que sinon, s'il se balade trop, alors après, ça devient difficile de revenir en arrière. En fait, ce qui se passe, c'est que quand un fluide est très visqueux, quand on fait couler un fluide très visqueux, si on inverse les forces qu'on lui appliquait, et ben, il coule exactement dans l'autre sens, comme si on remontait le temps. Ça ne marche pas avec l'eau, c'est pas assez visqueux. Ça marche avec le miel, c'est suffisamment visqueux pour que quand on inverse les forces, on remonte l'écoulement. Alors, on nous demande, bon, y a des applications en vrai ou c'est juste pour le fun? On va répondre à cette question dans quelques minutes. Juste avant, pour vous montrer, Pania, elle a préparé un autre setup qui marche ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle vous a préparé un autre setup. C'est pour vous montrer que chez vous, vous pouvez le faire exactement comme je l'ai fait si vous avez des verres qui sont exactement comme les miens. Mais vous pouvez en fait le faire avec n'importe quoi. Il suffit d'avoir deux formes cylindriques et puis qu'il y en ait une qui soit plus grosse que l'autre, et puis c'est tout. Voilà, du coup, je reprends. Merci, Paul. Du coup, moi, je n'avais pas exactement les mêmes verres que les tiens. J'ai pris un pot de confiture cylindrique, comme ça.
Et j'ai pris un verre cylindrique pareil que j'avais chez moi. J'ai mis le verre dans le pot de confiture. Et pour justement fixer le mouvement de verre qui est au milieu, j'ai découpé les éponges de la cuisine. Vous voyez, ces petits morceaux que vous pouvez faire comme ça. Voilà. Rentrer l'éponge au milieu, entre les deux verres. Voilà. Comme ça. Et bien sûr, vous pouvez laisser un petit passage, un petit trou pour laisser soit le miel, soit d'autres liquides très très vicieux. Mais le miel, c'est très très bien. Mais j'ai déjà essayé avec la liquide vaisselle, ça marche pas mal aussi. Par contre, pour la liquide vaisselle ou du savon, il faut faire attention que le mouvement, il faut que ça soit vraiment très lent pour que ça mousse pas. Parce que si ça mousse, pour répondre à toutes les questions sur est-ce que ça marcherait avec autre chose que du miel, la réponse c'est comme tu viens de le dire, oui, ça marche avec autre chose que du miel. Tout ce qu'il faut, c'est que ce soit très 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 visqueux. Le truc, c'est que le miel, par exemple chez moi, c'est ce que j'ai de plus visqueux. Donc c'était avec ça que ça marchait le mieux. Mais si vous le faites avec du liquide vaisselle, ça devrait marcher aussi, juste c'est plus difficile parce que c'est moins visqueux. Et ça marcherait très bien avec la poix. Le problème avec la poix, c'est que l'expérience, elle prendrait 70 ans et puis que la poix, c'est pas transparent, du coup, on verrait rien. Donc bon, c'est pas non plus idéal. Voilà, du coup, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Un autre dispositif très très rapide à faire, très simple à faire chez vous. Si vous voulez refaire cette expérience, n'hésitez pas. Essayez d'autres matières pour voir qu'est-ce que ça donne. Et n'hésitez pas de nous envoyer les vidéos de votre manip. Si vous arrivez à le refaire chez vous, envoyez-nous les vidéos et on va les partager. On va faire tout un mur de vidéos de manip, d'écoulement réversible. On va mettre déjà les deux nôtres et puis on mettra toutes les vôtres quand vous nous les enverrez. Et donc pour répondre à la question de je ne sais plus qui, parce que il y a beaucoup de choses qui ont été postées depuis. De tout à l'heure, on nous a demandé, J'aime les sciences nous a demandé, et est-ce qu'il y a des applications en vrai ou est-ce que c'est juste pour le fun qu'on parle de ces liquides très visqueux et du fait qu'on essaye de faire des écoulements dans des liquides très visqueux? Eh bien, pour vous parler de ça, on a invité aujourd'hui un chercheur qui travaille dans le laboratoire PMMH et qui s'appelle Eric Clément. Pardon, j'ai entendu quelque chose dans mon oreillette et ça m'a perturbé. Donc on a avec nous un chercheur qui s'appelle Eric Clément qui travaille au PMMH à l'ESPCI et qui fait des travaux qui sont en lien justement avec les écoulements et les choses qui se déplacent dans des fluides très très visqueux. Alors bonjour Eric. Bonjour est-ce que tu Eric. nous entends? Et est-ce qu'on t'entend? J'ai l'impression que non. Est-ce que vous m'entendez là? C'est bon? Oui, on t'entend, c'est bon. Bonjour Eric, bienvenue parmi nous. Alors, je t'ai présenté rapidement, mais si tu veux rajouter des choses, donc tu es chercheur à l'ESPCI dans le laboratoire PMMH. Oui, je suis chercheur à l'ESPCI, oui, tout à fait. Et tu travailles notamment, entre autres, tu fais des recherches sur les nageurs dans des milieux très visqueux, donc sur comment des choses ou des êtres vivants peuvent nager quand ils sont dans un fluide ou dans un écoulement qui est très 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 visqueux. Alors, il y a plusieurs choses. Je travaille sur des nageurs qui sont, par exemple, des petites bactéries, donc qui peuvent nager dans des fluides, on va dire, normaux. Mm-hmm. Mais je travaille aussi sur, par exemple, ces bactéries, comment elles peuvent nager dans des fluides très visqueux, comme par exemple les mucus qui sont déposés sur les surfaces des intestins. Et par exemple, un gros problème, c'est quand ces bactéries, qui sont en général extrêmement pacifiques et utiles pour nous, peuvent traverser ces couches de mucus, qui sont des fluides extrêmement visqueux, et atteindre donc les cellules épithéliales, c'est-à-dire les cellules de la surface de l'intestin. Et donc là, il y a certaines maladies. C'est facile de nager dans un liquide très visqueux ou c'est compliqué que ce qu'on a l'habitude de faire? Alors oui et non. Pour nous, ce serait extrêmement difficile. C'est-à-dire que si on faisait une piscine de miel, par exemple, et on utilisait nos techniques de nage, et nos techniques de nage, elles sont relativement simples, tout le monde les connaît, hein, donc que ce soit la brasse ou le crawl, ou même d'autres, la nage indienne ou je ne sais pas quoi, c'est toujours le même principe du point de vue physique, c'est-à-dire qu'on prend une masse de fluide en avant de nous et on l'amène derrière nous. Et ça,
ça nous permet de nous propulser vers l'avant. D'accord. Donc, quand on nage, ce qu'on fait, en fait, quand on bouge les bras et tout ça, c'est de déplacer du fluide derrière nous pour que nous, on avance. Voilà. C'est ça le principe de la nage, on va dire, à nos échelles, aux grandes échelles. Et si on devait appliquer cette technique dans du miel, on aurait des problèmes. C'est-à-dire que tous ces mouvements qu'on fait, par exemple, de brasse, d'aller-retour, eh ben, seraient extrêmement inefficaces. Autrement dit, on avancerait, on reculerait, on avancerait, on reculerait, on avancerait, on reculerait, etc. Et on n'aurait aucun mouvement vers l'avant. D'accord, parce que comme on vient de le voir dans l'expérience qu'on vient de faire, quand on inverse les forces de ce qu'on fait, en fait, c'est réversible. Exactement. Dans un écoulement visqueux. C'est complètement lié à la réversibilité que vous avez montré très bien dans la petite démonstration de l'écoulement de couette. C'est-à-dire que pour un fluide extrêmement visqueux, il y a quelque part une malédiction qui est celle de la réversibilité du temps. C'est-à-dire que c'est comme si on passait le film à l'envers, en fait. Et donc, on nous pose une question. Du coup, les bactéries, si elles ne peuvent pas nager dans ces fluides trop visqueux, qu'est-ce qu'elles font ? Alors, il y a deux choses. Déjà, l'hydrodynamique nous apprend quelque chose de très, très important. C'est que c'est complètement équivalent d'avoir une petite taille et de nager dans un fluide très visqueux. C'est-à-dire que si la bactérie est 10 000 fois ou 100 000 fois plus petite que nous, ça veut dire que c'est l'équivalent de nous en train de nager dans un fluide 10 000 fois ou 100 000 fois plus visqueux. Et donc, clairement, si la bactérie utilise nos techniques, si elle développe nos techniques, eh bien, ça ne va pas marcher. C'est-à-dire qu'elle est trop petite pour pouvoir utiliser ce qu'on appelle l'inertie, c'est-à-dire balancer de la masse de devant vers l'arrière. C'est juste impossible. Et ça va être très inefficace. Et donc de dire que quand on est tout petit, les fluides deviennent plus visqueux, ça veut dire que si on faisait cette expérience-là avec de l'eau, mais qu'au lieu de faire 1,80 m de haut, je faisais 1 mm de haut et que j'avais un verre de 1/10 de millimètre dans la main, ça marcherait pareil, mais avec de l'eau. C'est-à-dire que non, c'est-à-dire que le ressenti de la viscosité serait beaucoup plus fort. C'est-à-dire que nous, quand on va à la piscine, en fait, on est capable de vaincre les effets visqueux par l'inertie, parce qu'on est suffisamment musclé et puissant pour pouvoir justement créer ce mouvement qui ramène de l'eau. Et à toute petite échelle, ça devient impossible. C'est comme si vous nagiez dans la poix. Et les forces à développer sont juste impossibles en pratique. Et alors, comment on peut faire ? Alors voilà, donc évidemment, on sait que la nature a trouvé des solutions. Enfin, c'est pas les bactéries, à travers l'évolution, ont trouvé des solutions, et puis elles ont trouvé bien avant notre existence en tant qu'être humain. Et donc, en fait, il y a essentiellement deux manières de faire. Pour justement pouvoir nager dans ces fluides soit très visqueux, soit à toute petite échelle, ce qui est absolument équivalent. Alors, donc les bactéries ou les micro-organismes en général, il y a deux solutions. Il y a une des solutions, c'est créer des ondes, c'est-à-dire faire onduler son corps. Et si on crée une onde dans son corps, c'est-à-dire que le bout de son corps a un certain mouvement et ce mouvement semble se translater par exemple de la tête aux pieds, eh bien, on crée une onde, et ça, eh bien, à partir du moment où on crée cette onde, on a la possibilité de se déplacer, c'est-à-dire que le fluide va pouvoir bouger par rapport à cette onde, par rapport à comment dirais-je, ce changement de forme, et le fluide, en bougeant selon ce changement de forme, va nous propulser dans une certaine direction. Donc, ce n'est pas l'inertie, c'est juste la déformation du corps qui est capable de propulser. Et ça, par exemple, les spermatozoïdes, qui sont les cellules de la reproduction sexuelle, le savent très bien. Ce sont des organismes de toute petite échelle. Donc, pour vous donner une idée, typiquement, on va parler d'une fraction de millimètre, peut-être. Donc, prenez 1 millimètre et vous le divisez par 2 ou 3, et vous avez la taille d'un spermatozoïde, donc c'est une petite échelle. Eh bien, en général, il y a un corps. Dans le corps, il y a un contenu génétique.
Et il y a un moyen de transport, qui est ce flagelle, donc, qui est une espèce de petit bras musclé, on va dire, qui fait comme ça. Ok. Et le fait... Donc un spermatozoïde, pour se déplacer dans les liquides qui pour lui sont très visqueux où il veut aller, sa stratégie, c'est de faire d'onduler. D'onduler, et de faire une ondulation de son flagelle, donc de sa queue, si vous voulez, et qui permet de le propulser dans une certaine direction. Donc je crois qu'on a même peut-être un petit film qui montre l'ondulation d'un spermatozoïde. Pour répondre à Mérog, excusez-moi, je vous coupe la parole. En fait, pour répondre à Mérog, on a bien compris ta question, on va la garder pour la fin. On ne va pas l'oublier, on va la poser tout à la fin. Très bien. Alors, est-ce qu'on a vu la vidéo ou pas? La vidéo. C'est un GIF. Alors, je ne sais pas s'il se lance facilement, mais enfin, si on regarde l'image, on peut quand même voir ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'il y a le corps et il y a le flagelle. Et derrière, ce flagelle, en fait, ondule. Et donc, même si la vidéo ne se lance pas, on peut imaginer, c'est comme si c'était un fouet qui bat. On nous dit dans le chat un peu comme une anguille. Exactement, un peu comme une anguille. Et le fait de créer cette onde permet la propulsion. Et ici, c'est une cellule spermatique de souris. Voilà. Donc ça veut dire qu'en gros, une anguille ou un serpent, ça pourrait nager dans le miel aussi. Ils sont déjà adaptés à nager dans le miel. Exactement, c'est une technique d'ailleurs que certains animaux plutôt de grande taille utilisent, mais ils utilisent un petit peu l'inertie aussi. C'est-à-dire qu'ils cèdent aussi de l'inertie parce qu'ils sont de taille suffisamment grande qu'ils peuvent le faire. Mais ça se translate aux toutes petites échelles. D'accord. Tu nous as dit du coup qu'il y avait deux méthodes pour nager quand on est dans un lieu très visqueux. La première, donc, tu nous as dit d'onduler. Et la deuxième? Alors, la deuxième, vous la connaissez bien, puisque alors c'est pas tout à fait un fluide, mais vous savez qu'on est capable de rentrer dans un milieu extrêmement dur, solide, qui est un bouchon, par exemple. Donc, c'est pas tout à fait un fluide, mais en utilisant un tire-bouchon. Et quand on tourne un tire-bouchon dans un solide, alors un solide, c'est un fluide extrêmement... C'est comme si c'était une viscosité infinie, on va dire, mais quand même, on est capable de créer un mouvement du tire-bouchon dans le bouchon par la rotation de cette forme d'hélice. Et c'est encore une solution possible pour les êtres à toute petite échelle, c'est de faire tourner une hélice dans un fluide. Donc là, cette fois, nager en tire-bouchon. Cette fois, le flagelle ne fait plus un battement comme pour, par exemple, cette cellule spermatique dont je parlais. Le flagelle a une forme de tire-bouchon et il y a un petit moteur à l'intérieur du corps qui fait tourner le tire-bouchon. Et donc, beaucoup de bactéries utilisent cette méthode. Donc, les bactéries, ce sont des êtres de quelques micromètres, c'est-à-dire d'un millième, de quelques millièmes de millimètre. Hein. Donc, vous voyez, tout le monde voit à peu près un millimètre sur les règles que l'on utilise, par exemple, à l'école. Eh bien, si on le divise en 1000, on a donc un micromètre. Et ces organismes-là font quelques micromètres de taille. Et donc, ils sont très petits et ils sont appareillés avec ce tire-bouchon. J'ai deux questions qu'on nous pose dans le chat et qui sont en lien avec ce que tu racontes. Alors, la première, c'est qu'on nous demande si est-ce que l'inventeur du tire-bouchon s'est inspiré de la nature, du coup? Ah, c'est une très bonne question. Je ne connais pas l'inventeur du tire-bouchon, bien que je lui rends hommage, mais c'est... Alors, effectivement, vous avez compris quelque chose, c'est extrêmement astucieux. Alors, est-ce qu'il y a des êtres à notre échelle qui utilisent une méthode de tire-bouchon pour se déplacer? Ça, je sais pas. On citait les anguilles ou les serpents tout à l'heure, mais c'est pas par tire-bouchon, c'est par des ondes quand même. Et une deuxième question de Brucicor02 qui nous dit qu'en 2004, alors du coup, s'il y a la source, ça nous intéresse. En 2004, il y a une expérience qui a été faite de Gettelfinger et Kussler et qui ont comparé la nage de 16 nageurs dans une piscine de sirop et 16 nageurs dans une piscine d'eau et qu'ils n'ont pas vu de différence de vitesse observée. Est-ce que tu en as entendu parler de cette expérience? Est-ce que ça a été expliqué? Alors, ouais, enfin,
L'expérience en elle-même, je la connais pas. Alors, il faudrait voir quel type de nage ils utilisent. Parce que il y a quand même une chose très très importante qui n'est pas complètement évidente, mais peut-être que ça répond à cette remarque. Mais je ne connais pas l'article, je ne sais pas vraiment, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que si on prend des nageurs donc dans des fluides très visqueux, donc si c'est des fluides très très visqueux, on peut les faire à notre échelle, hein, c'est-à-dire qu'on peut fabriquer des petits robots. Eh bien, en fait, la vitesse de propulsion va dépendre essentiellement de la vitesse de rotation, la vitesse de rotation du tire-bouchon. Donc, s'il y a la puissance mécanique suffisante pour pouvoir tourner à la même vitesse de rotation, que ce soit dans un fluide de moyenne viscosité ou un fluide de très 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 grande viscosité, ça aura la même vitesse, parce que c'est la vitesse de rotation qui va être importante. Voilà. Quelque part. Et si la forme est la même, voilà. Donc en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que la viscosité aide à propulser. Et c'est ça qui est. Ouais. Oui. En fait, il y a une question qui se répète plusieurs fois pour toi, Eric. Je ne sais pas si tu peux nous répondre. En fait, il y a une question comme quoi, comment ces bactéries-là, ils peuvent respirer dans ce milieu-là. Ah, alors d'abord, elles n'ont pas le même système que nous. Hein. Ça, c'est évident. Elles n'ont pas ces systèmes de poumons. Et poumons, c'est un problème de fluide. Hein. C'est-à-dire, il faut faire rentrer de l'air jusqu'à des petites alvéoles pour avoir l'échange avec l'oxygène, de l'oxygène avec nos cellules. Bon. Par contre, beaucoup utilisent l'oxygène. Beaucoup utilisent l'oxygène et c'est très important l'oxygène parce que ça permet une certaine chimie qui va leur libérer de l'énergie. Hein. Donc, ils ont besoin d'oxygène. Et elles ont donc des capteurs, moléculaires qui sont capables de prendre, donc d'abord de sentir s'il y a de l'oxygène pas, et de prendre les molécules d'oxygène et les internaliser, c'est-à-dire de les faire rentrer à l'intérieur des bactéries. Donc c'est ça leur respiration, en fait. Et elles font ça pour d'autres molécules, d'ailleurs. Hein. Mais c'est vraiment un mécanisme extrêmement différent. Donc en fait, elles sont bardées, si vous voulez, de capteurs qui sont capables de s'associer avec les molécules d'oxygène et ensuite faire rentrer les molécules d'oxygène à l'intérieur du corps. Et elles en ont vraiment besoin pour... Voilà. Et alors une dernière question, parce qu'après ça va être l'heure pour nous d'y aller. Mais donc une dernière question qu'on nous a posée, c'est mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire exactement couler? Parce que si ça voulait dire juste glisser et tomber, bah, tout ce qui existe glisserait et tomberait. Mais qu'est-ce que c'est la définition exacte du verbe couler quand on dit qu'un fluide coule ou s'écoule? Est-ce que tu saurais un peu nous éclairer là-dessus? Oui, il y a plusieurs aspects. Alors, d'abord, il y a un aspect, on va dire, commun, parce que la viscosité, c'est quoi exactement? Donc, ça nous ramène presque à la définition de la viscosité. Une viscosité, c'est une réponse. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont susceptibles et il y a des gens qui ne le sont pas. C'est-à-dire qu'on leur dit, je ne sais pas nécessairement une insulte, ou même ça peut être gentil avec eux, ils vont rougir, mettons, ou bien ils vont ne pas réagir. Alors, la viscosité, c'est une susceptibilité. C'est-à-dire, d'un point de vue mécanique, c'est la réponse à une action mécanique. Donc, si je prends un fluide, j'exerce une force, par exemple, de cisaillement comme ça, eh bien, la vitesse à laquelle je suis capable de cisailler, donc, est-ce que c'est extrêmement lent et ou est-ce que pour la même force, c'est extrêmement rapide? C'est ça la définition de la viscosité. C'est-à-dire la viscosité, si ma réponse est extrêmement lente, le fluide est visqueux. Si ma réponse est extrêmement rapide, le fluide si c'est lent, c'est très visqueux. Si c'est rapide, c'est moins visqueux. D'accord? Alors, maintenant, pour couler. Alors ça, on peut dire qu'on a créé dans le fluide une déformation, ce qu'on appelle un écoulement. Et donc, de manière générale, une déformation, c'est un écoulement. Maintenant, la définition, on va dire pratique, c'est que la force qui nous est utile pour nous en pratique, c'est la gravité. Et donc, couler, souvent, ça est adapté à une force bien particulière, c'est comment se fait l'écoulement sous gravité. Et effectivement, si je prends un pot de miel
Donc, il y a une autre expérience que vous auriez pu faire, par exemple. L'expérience de la petite boule qui coule là, vers le fond, c'était bien. Ça nous montre bien la viscosité. Mais il y a une autre expérience. Si vous avez un pot de miel ou un verre d'eau, vous pouvez l'incliner d'un certain angle et vous allez avoir une certaine réponse. C'est-à-dire que ça va se remettre à niveau avec un certain temps. Et là, on peut dire que ça coule dans le sens où la gravité a appliqué une action et ensuite, eh bien, sous l'action de la gravité, ça s'est remis horizontalement. Donc le fluide lui-même a coulé sous l'effet des forces de gravité. Quelque part se déformer en réponse à la gravité qu'il y a autour, en réponse à la gravité. Alors par exemple, la petite bille est tombée sous l'action de la gravité, elle a coulé. Donc, oui. Alors c'est parce qu'il y a peut-être aussi en français deux façons de, quand on dit couler, il y a deux façons de le comprendre. Soit ça veut dire tomber au fond d'un liquide quand la bille coule, soit ça veut dire se déformer sous l'action de la gravité. Mais du coup, il y a une ambiguïté en français sur ces deux termes. Il faut faire attention. Il y a un peu une ambiguïté. Par exemple, s'écouler, ça peut être un glacier qui s'écoule. Et un glacier, c'est une viscosité très, très grande. Et en 10-15 ans, on voit un écoulement sous gravité, un écoulement gravitaire du glacier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va devoir s'arrêter là parce qu'on a largement dépassé sur l'heure de fin. Mais merci mille fois, Eric, d'avoir été avec nous et d'avoir parlé de tout ça. C'est super intéressant et merci beaucoup. Donc alors on est vraiment désolé pour toutes les personnes à qui on n'a pas pu répondre aux questions. Malheureusement, il y en avait beaucoup plus que le temps qu'on disposait. Vous m'avez compris, même si ma syntaxe n'est pas bonne. Donc, deux choses. N'hésitez pas et n'oubliez pas, si vous voulez refaire l'expérience de l'écoulement réversible chez vous, n'hésitez pas à le filmer, à nous l'envoyer. On le partagera avec tout le monde si vous êtes d'accord pour qu'on le partage, bien sûr, sur un document qu'on va vous envoyer à la fin de cette animation. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé, qui ont commenté le chat, qui ont participé au chat et qui nous ont suivis. Prochain rendez-vous de Confine la science ce vendredi pour rencontrer des chercheurs et des chercheuses autour de la thématique du temps. Et ce sera vraiment des rencontres et des discussions sur Zoom, qui est une plateforme vraiment pour discuter plutôt que sur Twitch. Et prochain rendez-vous en commun avec tout le monde lundi prochain. Non, pas du tout lundi prochain parce que c'est férié, mercredi prochain. Ça sera sur le thème de la température et on va fabriquer ensemble des thermomètres. Je vous remercie beaucoup et puis à très bientôt. À très bientôt, merci de mon côté aussi. Au revoir. Au revoir.